George Soros. George Soros is a legend. George Soros. Le milliardaire américain George Soros. George Soros. George Soros. George Soros. George Soros. Hello everyone. 1 milliard de dollars en 24 heures. C'est exactement ce qu'un trader sous le nom de George Soros a réussi à gagner en une seule journée. Dans les années 2000, tout semblait pourtant normal sur les marchés. Sauf qu'il y avait un détail que presque tout le monde avait manqué. George Soros, lui, l'avait repéré. Ce pari qu'il a fait contre une des plus grosses institutions financières n'a pas marqué seulement le monde des marchés financiers, mais a bouleversé un pays entier. Ce n'est pas seulement l'histoire de gros chiffres, c'est l'affaire d'un coup de maître qu'a réalisé ce trader. Un pari risqué qui aurait pu ruiner cet homme comme changer sa vie. Laissez-moi aujourd'hui vous raconter l'histoire de George Soros, un des seuls hommes sur Terre qui a fait trembler l'économie entière en 24 heures. George n'est pas né avec une cuillère dans la bouche, loin de là, et n'avait au début aucun lien direct avec la finance. Né en 1930 à Budapest, en Hongrie, dans une Europe déchirée par les guerres, Soros a grandi dans une époque où chaque jour était une lutte pour survivre. En 1944, sa vie bascule totalement. À peine adolescent, il voit tomber son pays sous l'emprise du régime. Sa famille, alors d'origine juive, se retrouve dans une situation compliquée. À partir de ce moment-là, il était impossible pour eux de marcher dans les rues de Budapest comme avant. Les sourires de leurs voisins avaient disparu, remplacés par des regards méfiants, pleins de crainte et de suspicion. Ils devaient chaque jour fuir, cacher leur religion pour survivre. George, encore adolescent, est directement témoin de la fragilité du monde. Chaque décision que pouvait prendre sa famille pouvait être une question de vie ou de mort. Ce qu'il a vu jeune, c'est ce qui a forgé son mental. Et vous verrez que c'est ce qui lui permettra de changer sa vie. Durant cette guerre, l'innocence de son enfance lui avait été arrachée. Mais il tient bon. Il arrive à survivre. Après la guerre, Soros décide de tout quitter. Il immigre en Angleterre avec pratiquement rien en poche, déterminé à changer sa vie et surtout prendre sa revanche. C'est là, en Angleterre, qu'il rejoint la prestigieuse école London School of Economy. Il y étudie l'économie, mais surtout rencontre Karl Popper, un philosophe et économiste qui va transformer à jamais sa manière de voir le monde. As a student, I was studying economics, and at the same time, I was reading Karl Popper, the philosopher. Petit à petit, Popper change radicalement la manière de penser de George, mais surtout lui enseigne que les sociétés, tout comme les marchés financiers, sont imprévisibles. Rien n'est jamais figé. Les marchés financiers ne sont pas des machines parfaites. Ils sont dirigés par les émotions humaines, les erreurs et surtout les décisions irrationnelles. Au fil des mois, George réalise. Les marchés ne sont pas uniquement des chiffres et des graphiques, mais des réactions humaines, des peurs, des désespoirs, des impulsions comme son enfance. Pour Soros, c'est une véritable révélation. Il comprend que, en fait, pour réussir sur les marchés, il ne faut pas seulement comprendre un graphique, il faut comprendre la psychologie humaine. Et c'est à partir de ce moment-là que tout change pour lui. Il avait déjà, encore à son université, réalisé quelque chose que la majorité des autres traders ne voyaient même pas. Après ses études, Soros entre dans le monde de la finance. C'est ici que tout prend forme. Pendant plusieurs années, il va travailler dans des banques d'investissement, observant les marchés et développe en parallèle, secrètement, sa propre stratégie de trading. Mais pour Soros, tout bascule en 1969. Lorsqu'il décide de prendre les choses en main. C'est une nouvelle ère qui commence parce que Soros ne veut plus se contenter de suivre le marché, il veut les dominer. Il décide de créer son propre fonds d'investissement, le Quantum Fund. Et vous allez voir que c'était pas du tout un fonds d'investissement comme les autres. Contrairement aux gestionnaires traditionnels, George est prêt à prendre des risques colossaux et à miser gros sur ses convictions. Vu son enfance, dans tous les cas, il le savait, dans la vie, sans risque, on n'a rien. Et ce fonds ne faisait pas que simplement parier sur des actions. Il pariait sur des devises, des matières premières et même des politiques monétaires. Ils étaient partout. Le Quantum Fund fait rapidement ses preuves, offrant des rendements faramineux à ses investisseurs. Dites-vous qu'à son apogée, le fonds affichait des performances annuelles dépassant les 30%. Une prouesse que seulement 1% des fonds dans le monde arrivent à égaler. Des investisseurs du monde entier commencent à s'y intéresser et faire confiance à George Soros. Mais pour Soros, ce n'était pas seulement une question de profit. Il voyait dans chaque mouvement de marché une opportunité de tester ses théories économiques et de défier des puissances financières. Le succès de Quantum Fund n'était donc pas une coïncidence, mais le fruit de l'audace de George et d'une stratégie parfaitement exécutée. Tout s'enchaîne rapidement dans la vie de ce trader, mais pour comprendre comment il a réussi à gagner 1 milliard en une seule journée, il faut d'abord revenir en 1992, en pleine crise. À l'époque, l'Europe avait mis en place ce qu'on appelle le mécanisme de taux de change européen. En théorie, c'est un système qui est hyper simple.
Chaque pays de l'Europe devait maintenir la valeur de sa monnaie dans une certaine limite. Elle devait être ni trop haute, ni trop basse. L'idée, simplement créer une stabilité financière pour toute l'Europe. Parce qu'à l'époque, chaque pays avait sa propre monnaie, l'euro n'existait pas encore. Mais comme souvent, entre la théorie et la pratique, le fossé est immense. Dans la réalité, les choses étaient beaucoup plus complexes. Prenons l'exemple du Deutsche Mark, la monnaie puissante de l'Allemagne. Les autres monnaies européennes devaient rester alignées sur elle, un peu comme dans un train avec des wagons qui sont attachés les uns aux autres. Mais qu'arrive-t-il quand un wagon commence à dérailler? Si une monnaie déraille, tout le système peut s'effondrer. Et c'est là que le problème se pose. Le Royaume-Uni, avec sa livre sterling, commençait à montrer quelques signes de faiblesse. Une faiblesse qui, si elle n'était pas maîtrisée, risquait de faire dérailler tout le train. Le Royaume-Uni, à l'époque, faisait officiellement partie de ce mécanisme européen. Le livre était rattaché au Deutsche Mark et aux autres monnaies. Tout semblait stable en surface, mais sous cette façade se cachait sûrement le plus gros problème économique de la décennie. À cette époque, les investisseurs commençaient vraiment à s'inquiéter. Les signes étaient là, sous leurs yeux, mais personne ne voulait y croire. Oui, l'économie britannique allait extrêmement mal, avec des taux d'intérêt qui étouffaient la croissance, un chômage atteignant des niveaux alarmants et une stagnation économique qui semblait sans fin. Mais tout le monde espérait que la Banque d'Angleterre pourrait comme par magie sauver la situation. Derrière les portes des salles des marchés et dans les cafés, des murmures d'incertitude commencent déjà à se propager. La Banque d'Angleterre, connue pour être une institution invincible, faisait face à l'un des plus grands défis de son histoire. Sa monnaie était en train de perdre de la valeur et commençait à se déstabiliser. Imaginez-vous un instant à la place des décideurs injectant des milliards sur le marché pour tenter de stabiliser le livre sterling. C'est comme essayer de colmater une brèche dans un navire qui prend l'eau de tous les côtés. Plus les jours passaient, plus la situation était désespérée pour cette Banque d'Angleterre. Mais vous vous doutez bien que Soros, avec son fonds, lui, observait la situation, prêt à agir. Tandis que la plupart des traders et des économistes continuaient à paniquer et de croire, ou plutôt même d'espérer, que la Banque d'Angleterre tiendrait bon, lui se rappelait très bien de ce que Karl Popper lui avait appris durant son cursus. Les sociétés, les banques et les marchés financiers ne sont pas des systèmes invincibles. Soros, lui, voyait au-delà des performances. Imaginez-vous à sa place, alors que tout le monde autour de vous est confiant et se dit « la Banque d'Angleterre tiendra ». C'est une institution extrêmement puissante qui a des colonies partout dans le monde avec une économie extrêmement riche et diversifiée, mais surtout une réputation internationale. Cette banque, c'est sûr, ne pourra jamais faire faillite. Et vous êtes le seul à comprendre que tout ce charabia est une illusion. Est-ce que vous auriez osé alors que tout le monde autour de vous vous disait que vous aviez tort? Soros, lui, ne se laisse pas tromper par le spectacle. Après avoir calculé chaque mouvement, comme un prédateur attendant le moment parfait pour frapper, pour lui, il avait compris. Ce n'était qu'une question de temps avant que le livre sterling s'effondre. C'était évident, il devait prendre position dessus avec son fonds, et ça, rapidement. Vous en doutez, Soros n'a pas parié contre le livre sterling par pur hasard. Il n'est pas de ceux qui prennent des risques aveuglement sans avoir pesé chaque possibilité. Non, Soros est quelqu'un de calculateur et méthodique. Après avoir passé des semaines à analyser chaque détail, chaque indicateur de l'économie du Royaume-Uni, passer des nuits blanches à examiner des rapports, à scruter les moindres fluctuations du marché, tout en sachant que la moindre erreur pouvait lui coûter des millions, il décide enfin de shorter le marché, c'est-à-dire parier à la baisse contre le livre sterling. Imaginez la pression, décider de parier contre la Banque d'Angleterre. La stratégie qu'il utilise pour parier contre la livre s'appelle la vente à découvert. Vous connaissez probablement le principe, mais voici comment ça fonctionnait pour Soros. Il empruntait massivement des livres sterling et les vendait immédiatement en pariant que le prix allait chuter. Plus le livre s'effondrait, plus alors il pourrait racheter ses livres à bas prix et faire d'énormes profits. C'est une opération qu'on ne peut pas faire à moitié. Il devait mettre toutes les chances de son côté, ce qui signifiait rassembler des sommes colossales. Soros a donc dû emprunter auprès de plusieurs banques, vider littéralement les comptes de son fonds d'investissement, prenant des risques énormes et faisant quasiment all-in sur ce trade. Un pas de travers et c'est la fin totale. Si la Banque d'Angleterre tient et que le livre sterling le meurt, il passe d'un trader respecté dans le monde entier, gérant des millions de dollars, à tout perdre et retomber à zéro. Mais Soros avait un atout de plus dans son sac. Au fil des années, à force de travailler dans différentes banques, il avait énormément de connaissances dans le monde de la finance qui eux aussi avaient des fonds. Et vous vous en doutez bien, il ne s'est pas contenté de parier seul. Il a fait recours à l'effet domino, entraînant d'autres investisseurs avec lui sur ce trade. Une fois que Soros a pris position contre le livre sterling, il en parle partout autour de lui. Et c'est comme des abeilles sur un pot de miel. Les autres traders ont directement compris, suivi la position et la pression sur le livre sterling s'est décuplée. Les marchés financiers commençaient doucement à paniquer. Le livre sterling commençait petit à petit à dévisser. La Banque d'Angleterre commence à littéralement chaque jour injecter des millions pour maintenir l'équilibre et assurer le mécanisme européen. Mais c'est comme essayer d'éteindre un incendie de forêt avec un simple seau d'eau. Soros savait que c'était qu'une guerre d'usure. Pour lui, c'était clair.
peu importe les efforts de la banque, elle finira par céder. Il décide alors de tenir ses positions, alors qu'elles étaient déjà en profit de quelques millions. Pour lui, ce trade représentait tout ou rien. Le stress était immense, une tension palpable. Soros le sait. La moindre erreur peut détruire sa vie et celle de son fonds d'investissement. La position était ouverte, George fait nuit blanche sur nuit blanche, le regard fixé sur ses graphiques, regardant chaque réaction des investisseurs, des banques et des marchés. L'adrénaline montait, car il savait que tout se jouait sur un fil. Jour après jour, il restait éveillé, car il ne pouvait pas se permettre de baisser sa garde. Pas même un instant, il y avait beaucoup trop en jeu. Roger, excuse me. The government raises interest rates twice in one day to 15% in its all-out battle to prop up sterling. But after a frantic day's trading, the pound plunges again. Le 16 septembre 1992, une date désormais connue sous le nom de Mercredi Noir, la Banque d'Angleterre finit par capituler. Après des semaines de lutte acharnée, après avoir injecté des milliards pour maintenir la parité, la vérité éclate au grand jour, la livre sterling ne pouvait plus tenir. L'effondrement tant redouté était inévitable. Les téléphones des salles de marché commencent à sonner. Les investisseurs au réveil voient leur écran rouge et la panique se propage à travers les traders du monde entier. Tout se jouait là, sous leurs yeux. Le livre sterling est en train de s'effondrer. La Banque d'Angleterre, dans la journée, est forcée à retirer la livre du mécanisme de taux de change européen. C'est un choc monumental pour l'économie, mais aussi pour des millions de Britanniques, parce que ça signifiait l'effondrement d'une confiance que l'on pensait inébranlable. Et pourtant, dans ce chaos, un homme est resté parfaitement serein, George Soros. En une seule journée, avec son trade ouvert en vente sur la livre, Soros a empoché 1 milliard de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 1 milliard en 24 heures. En quelques jours, il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Un sentiment indestructible, c'est complètement fou. Vous doutez bien qu'un tel pari a laissé une grosse empreinte sur les marchés financiers et a ébranlé toute l'économie britannique. En un jour, le royaume a perdu bien plus qu'une simple bataille économique. Elle a perdu la confiance des marchés mondiaux et de sa propre population. En quelques jours, la livre a perdu une grande partie de sa valeur. Les journaux titraient sur la crise. Les citoyens voyaient leur économie s'effondrer. C'est comme si le sol se dérobait sous leurs pieds. Cet échec à défendre la livre sterling a détruit leur réputation sur le plan mondial. Les autres économies ne voyaient plus la Banque d'Angleterre comme une institution puissante, mais comme une vulgaire banque cassée en deux par juste un homme. Et au niveau national, c'était pire. La population, déjà durement touchée par la récession, a perdu toute sa confiance. Les Anglais étaient en colère, ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Qui blâmait ? La banque, le gouvernement ou ce mystérieux trader qui avait parié contre leur propre monnaie. Après ce mercredi noir, les autorités britanniques se sont retrouvées dans une position extrêmement difficile. Elles ont dû repenser complètement leur stratégie monétaire. Les doutes étaient partout et pourtant, au milieu de ce chaos, quelque chose de surprenant allait se produire. Le paradoxe de cette crise, c'est que cette même crise qui avait plongé le pays dans la panique allait plus tard lui permettre de rebondir. La livre sterling, affaiblie par la chute, est devenue beaucoup plus compétitive à l'international. Les exportations ont commencé à grimper et l'économie a pu petit à petit se redresser. Qui aurait pu croire qu'un événement aussi dévastateur pourrait un jour être vu comme le catalyseur d'une reprise économique ? Et Soros dans tout ça. Il n'a pas simplement gagné 1 milliard de dollars. Il est devenu l'homme qui avait littéralement défié et plié une nation tout entière. Un homme seul contre une banque centrale, un gouvernement. Et lui, venant d'une famille immigrée. Imaginez ce sentiment. Être celui qui a non seulement anticipé l'inévitable, mais qui a su jouer ses cartes avec une telle précision qu'il a mis à genoux l'économie d'un pays aussi puissant que le Royaume-Uni. Soros n'est pas simplement un trader. Il est entré dans l'histoire pas seulement pour son profit, mais pour avoir changé à jamais la manière dont on perçoit les marchés financiers. En jouant avec ses propres règles, il a montré que les institutions les plus puissantes peuvent être vulnérables. Soros, c'est littéralement l'homme qui a défié une nation tout entière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On a fait vraiment un gros travail de recherche avec toute mon équipe. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous voulez qu'on refasse d'autres formats comme ça. Et si vous voulez en savoir plus sur le trading et les marchés financiers, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon trading à vous, c'était Casper. Ciao.